Lorsqu'Adolf Hitler fut nommé chancelier en janvier 1933, l'Allemagne était toujours liée par les exigences du traité de Versailles, qui avait limité la capacité militaire du pays après la défaite de 1918. L'armée allemande, connue dans le cadre de cet accord sous le nom de Reich, était limitée à 100 000 hommes sans chars, sans artillerie lourde. Pas d'aviation de combat et une marine réduite à de petits navires. L'interdiction d'un état-major formel a forcé les structures de planification militaire à être camouflées sous des organisations portant d'autres noms. Et la production d'armes était soumise à une stricte surveillance internationale. Cependant, avant même l'arrivée au pouvoir des Hitler, il y avait une détermination claire parmi les dirigeants militaires et les secteurs nationalistes pour surmonter ces limites et reconstruire le potentiel de guerre. Ce qui a changé avec l'arrivée du régime national-socialiste était la rapidité, l'ampleur et la détermination politique, transformer ses aspirations en actions concrètes. Dans les premiers mois de son règne, Hitler présentait son ascension comme le début d'une nouvelle ère pour l'Allemagne. La propagande a insisté sur le fait que le peuple avait retrouvé un leadership et que le pays doit se libérer de l'humiliation imposée par les vainqueurs du Grand Guerre. Bien que l'Allemagne ait apparemment continué à respecter les termes du traité de Versailles, en réalité, des mesures discrètes ont commencé à promouvoir le réarmement qui cesse de dérouler sous couverture administrative et dans le cadre de programmes de travail. Lors de ces premières étapes, l'objectif était d'éviter des affrontements directs avec les puissances au pouvoir, tout en préparant le terrain pour une plus grande expansion militaire. Le réarmement clandestin n'était pas un phénomène entièrement, car des liens secrets avec l'Union soviétique étaient entretenus depuis la République de Weimar, permettre des essais d'armes sur le territoire russe loin de la supervision internationale. Cependant, sous le gouvernement hitlérien, ces pratiques se sont étendues et ont été intégrées dans un plan cohérent liant la reconstruction économique à la guerre. Préparation. La création d'emplois dans les usines d'armement et les travaux publics a été présentée comme un objectif politique, mais en pratique, cela signifiait le développement d'une infrastructure industrielle prête à soutenir la production militaire. Un tournant s'est produit en 1935, quand Hitler a ouvertement annoncé l'introduction du service militaire obligatoire. Transformer la Reichswehrmacht. L'armée était organisée en divisions plus grandes et la formation de troupes blindées. Les unités motorisées ont commencé cette même année. La Luftwaffe, déjà en développement secret, fut officiellement créée et des ressources massives ont été investies dans la création d'un système d'aviation militaire moderne. La Kriegsmarine, bien que plus limitée pour des raisons budgétaires et stratégiques, a également entamé un processus d'expansion avec de nouveaux sous-marins et des plans pour une surface plus flotte. L'ICI, comme on appelait l'armée de terre, fut la première à se développer sur les 100 000 hommes autorisés par Versailles. La force est passée à plusieurs millions en quelques années seulement. Des divisions d'infanterie, de panzers et motorisés furent organisées, donnant à l'armée une plus grande flexibilité et mobilité que lors de la guerre précédente. Les écoles d'officiers ont été réactivées et des doctrines ont été élaborées pour tenter d'éviter la guerre de position qui a caractérisé le conflit de 1914 à 1918. Au lieu de cela, l'idée d'une guerre rapide a été promue, dans lequel les véhicules blindés et les avions joueraient un rôle central. La Luftwaffe, sous la direction d'Hermann Göring, est devenue l'un des symboles les plus visibles de la nouvelle puissance militaire de l'Allemagne. Dès ses premières années, elle s'est concentrée sur la production de comme le Messerschmitt Bf-109. Bombardiers en piqué, tels que le Junker Ju-87 et des bombardiers moyens, tels que le Heinkel et 111. Ces modèles ont été conçus non seulement pour correspondre aux capacités d'autres, mais pour façonner un style de guerre dans lequel l'aviation soutiendrait directement le terrain. Forces, frapper les concentrations ennemies et perturber leur défense. La Luftwaffe n'est pas née comme une arme stratégique indépendante, mais comme partie intégrante d'un plan Blitzkrieg. La Kriegsmarine, pour sa part, était confrontée à de plus grandes limites. L'Allemagne ne pouvait pas rivaliser en termes de nombre de navires avec la Royal Navy. Elle opte donc pour un développement centré sur les sous-marins. En 1935, un accord naval est signé avec la Grande-Bretagne qui, en théorie, fixe des limites à la flotte allemande. Mais en pratique, il a été utilisé comme justification pour l'expansion de la construction navale. Le plan le plus ambitieux, connu sous le nom de plan Z, a appelé à la construction de grands cuirassés et de porte-avions. Même si au début de la guerre, seule une partie de ce programme avait été achevée. Pendant ce temps, les sous-marins offraient un outil de guerre asymétrique, capable de menacer les routes de ravitaillement ennemies en cas de conflit. Le développement de cette machine militaire s'est accompagné d'un cadre doctrinal, qui cherchait à éviter les erreurs de la guerre précédente. L'expérience des tranchées et de l'impasse avait laissé les officiers allemands
avec la conviction que le prochain conflit doit être résolu rapidement et avec l'utilisation coordonnée de tous les moyens disponibles. C'est ainsi qu'Ouest naît l'idée de la Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui n'était pas un plan unique codifié dans un manuel, mais un ensemble de principes qui privilégient la surprise, rapidité et coordination entre les forces. L'armée devait pénétrer les lignes ennemies avec des chars et des troupes motorisées, tandis que l'armée de l'air détruisait des points clés et désorganisait l'arrière-garde. L'infanterie avancerait derrière pour consolider les positions acquises. Cette combinaison avait pour but de déstabiliser l'ennemi dès le départ et les empêcher d'avoir le temps de se réorganiser. La Blitzkrieg représentait une rupture avec la vision classique de la guerre d'usure. Au lieu de compter sur l'accumulation de forces pour épuiser lentement l'ennemi, son objectif était de parvenir à un effondrement rapide de sa capacité. Cela nécessitait une planification minutieuse, une logistique efficace et une coordination entre les branches jusqu'alors inédite à une telle échelle. Même si la Wehrmacht était encore en train de se constituer dans la seconde moitié du année 1930 et il manquait de nombreuses ressources nécessaires, la doctrine a été consolidée comme base sur laquelle les officiers et les troupes étaient formés. Politiquement, Hitler a combiné ces mesures avec un discours public qui continuait à parler de et une juste révision de l'ordre international, tout en dirigeant en pratique toutes les ressources de l'État vers le réarmement. Des mécanismes financiers tels que le Mefo-Wechsel ont été utilisés, lettres de change émises par une société fictive ayant permis de financer la production d'armes, sans apparaître dans les budgets officiels. Cette ingénierie financière masquait le rythme réel du réarmement, éviter un effondrement économique immédiat tout en permettant une expansion militaire massive. L'organisation de l'économie a été adaptée aux besoins des militaires. Industrie lourde, production d'acier et recherche de nouveaux carburants et matériaux synthétiques ont été placés sous le contrôle de l'État. L'agriculture s'est également adaptée aux attentes d'autosuffisance, cherchant à assurer l'approvisionnement alimentaire en cas de guerre. Le plan quadriennal, lancé en 1936, en est l'expression la plus claire. Politique, son objectif était de préparer l'Allemagne à la guerre à court terme, réduire la dépendance à l'égard des importations et garantir la capacité de soutenir un conflit prolongé. Le commandement militaire allemand, bien que parfois réticent face au rythme imposé par Hitler, s'est progressivement aligné sur ses objectifs. Les généraux qui ont vécu la Première Guerre mondiale ont compris les risques d'une conflit, mais l'autorité du régime et ses premiers succès en matière de politique étrangère ont renforcé la conquête. L'Allemagne pourrait à nouveau affronter l'Europe. L'armée qui, pendant les années de Weimar, cherche à faire profil bas, est devenue le pilier central d'un État qui se considérait comme une communauté militarisée. À l'échelle internationale, ces mesures ont suscité l'inquiétude des pays puissances, mais la politique d'apaisement et le désir d'éviter une nouvelle guerre ont permis l'Allemagne a continué à étendre ses capacités sans rencontrer d'opposition immédiate. Ainsi, en 1939, la Wehrmacht était devenue une force de plusieurs millions d'hommes, équipée de divisions modernes, d'une grande force aérienne et d'une marine en expansion. Ce qui avait commencé comme un réarmement déguisé en programme social a été transformé en machine de guerre prête à être déployée. Le grand mensonge du Reich, prétexte pour envahir la Pologne et déclencher la guerre. Depuis le printemps 1939, le haut commandement allemand ne discutait plus de l'opportunité d'attaquer la Pologne, mais la planification a commencé à prendre forme concrète en avril, lorsqu'Hitler a donné des instructions pour une action contre le voisin oriental. L'objectif n'était pas uniquement militaire. Il s'agissait d'imposer une solution définitive au problème polonais, qui pour le régime était à la fois territorial et idéologique. Les lignes directrices étaient claires. Éliminer la capacité défensive de la Pologne dès le premier, détruire ses structures administratives et préciser qu'il ne s'agissait pas d'une campagne temporaire ou d'une occupation partielle. Pour y parvenir, l'armée allemande avait besoin d'une organisation minutieuse. Au milieu de l'année, les plans ont été finalisés pour ce qui serait la campagne la plus rapide que telle Europe ait jamais connue. Les forces étaient concentrées à plusieurs points frontaliers stratégiques. La Wehrmacht disposait de forces écrasantes. Environ 1,5 million d'hommes, près de 2500 chars. Et plus de 2000 avions étaient prêts à participer à l'offensive. Cette mobilisation comprenait le Heer, la Luftwaffe et la Kriegsmarine. Bien que ce dernier ait eu un rôle plus limité en raison de la nature terrestre du conflit. Les préparatifs tactiques comprenaient une forte coordination entre les forces terrestres et aériennes. Le concept de Blitzkrieg, déjà développé les années précédentes, a trouvé sa première application pratique dans cette opération. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une doctrine formellement établie,
comme cela deviendra plus tard. L'idée de combiner des attaques rapides, profondes et bien synchronisées, avec une utilisation intensive de l'aviation était la clé. Les divisions Panzer, appuyées par l'aviation tactique, chercheraient à pénétrer le plus rapidement possible à l'intérieur du pays, éviter les lignes défensives conventionnelles et semer la confusion dans l'arrière-garde ennemie. Le régime n'a pas seulement préparé l'aspect militaire. Quelques semaines avant l'attaque, un appareil de propagande avait été déployé pour justifier l'action. Des messages ont été rédigés décrivant la Pologne comme un agresseur potentiel, et les incidents frontaliers ont été exagérés pour générer une atmosphère de menace imminente. L'une des fabrications les plus notoires a été l'incite de Gleiwitz, une opération secrète menée par des forces allemandes déguisées en polonais, simulant une attaque contre une station de radio allemande. Cet événement a été présenté au monde comme une provocation et servi de prétexte immédiat pour lancer l'offensive. Le 1er septembre 1939, à 4h45, l'attaque commença. La Luftwaffe a bombardé des positions stratégiques à l'intérieur de la Pologne, y compris les aérodromes, les centres de communication et les entrepôts militaires. Presque simultanément, les unités terrestres ont traversé la frontière avec des mouvements encerclants qui cherchaient à désorganiser l'ennemi dès les premières minutes. Les divisions Panzer avancèrent à grande vitesse, flanquées d'infanterie motorisée qui sécurisait les zones conquises. L'attaque a été dévastatrice. En quelques jours, les défenses polonaises commencèrent à Les forces allemandes ne se sont pas arrêtées au point de résistance, mais au lieu de cela, ils les encerclèrent et continuèrent à l'intérieur, laissant les tâches de nettoyage et de consolidation à l'arrière-garde. Cette stratégie a permis une progression sans épuiser les forces dans des engagements prolongés. Les unités polonaises, bien qu'elle ait opposé une résistance en divers points, ont été incapables de se coordonner efficacement ou d'établir une ligne défensive cohérente. De plus, la suprématie aérienne allemande entravait toute tentative de réorganisation ou pendant ce temps, la propagande en Allemagne répandait l'idée d'une politique préventive, juste une opération. Les abus présumés commis par la Pologne contre les minorités allemandes sur son territoire ont été mis en évidence et le Reich était présenté comme une victime obligée de se défendre. Les discours des Hitler répétaient constamment ce récit, affirmant que toutes les voies diplomatiques avaient été et que l'attaque était une réponse inévitable aux provocations polonaises. Les actualités présentaient des images soigneusement sélectionnées de soldats souriants. Les colonnes avancent sans opposition et des villes censées accueillir les troupes allemandes. Coordination entre les différentes branches de l'armée a été affinée en temps réel. Les divisions mobiles ont communiqué leurs progrès et ont demandé un soutien aérien lorsqu'ils ont rencontré La Luftwaffe a réagi rapidement, supprimant les obstacles et permettre à l'avancée de se poursuivre sans relâche. Ce rythme effréné n'a pas seulement surpris les Polonais, mais aussi des observateurs internationaux. En quelques jours, les forces allemandes étaient profondément en territoire entourant Varsovie et d'autres villes clés. Sur le plan diplomatique, l'Allemagne avait précédemment assuré que l'Union soviétique n'interviendrait pas au nom de la Pologne. Cela a été rendu possible par l'accord signé en août entre les deux puissances, officiellement connu sous le nom de pacte de non-agression, mais qui comprenait des clauses secrètes sur le partage du territoire polonais. Avec cet accord, Hitler éliminait le risque d'une guerre sur deux et pourrait se concentrer exclusivement sur la campagne de l'Est. En outre, il était convaincu que la France et la Grande-Bretagne ne réagiraient pas fortement, comme cela s'était produit dans les épisodes précédents. Cependant, le calcul diplomatique n'était pas tout à fait correct. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, remplirent leurs engagements envers la Pologne. Malgré cela, aucune action militaire immédiate n'a été entreprise par ces puissances. Pendant des semaines, la soi-disant guerre des plaisanteries a fait rage en Occident, avec un minimum de mouvements défensifs et aucun combat significatif. Cela a permis à l'Allemagne de poursuivre son offensive sans se soucier d'un deuxième front. Sur le territoire allemand, la nouvelle de la guerre fut accueillie avec un mélange d'enthousiasme et d'émission. La propagande avait préparé le terrain, présentant le conflit comme une cause juste et nécessaire. De nombreux citoyens ont soutenu cette action, convaincus que c'était le seul moyen de résoudre le problème en suspens avec la Pologne. Dans le même temps, des mesures de censure et de contrôle de l'information ont été pour garantir un récit unique et empêcher les voix dissidentes. Des valeurs telles que le sacrifice, la discipline et la fierté nationale tandis que les pertes ont été minimisées et les aspects les plus durs du conflit ont été cachés. La campagne a été brève mais intense. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit l'est de la Pologne. Remplir son accord avec l'Allemagne. Cela a encore accéléré la désintégration de l'armée polonaise, qui était déjà en retraite.
Varsovie a tenu bon jusqu'à la fin du mois, mais finit par capituler après un siège accompagné de bombardements constants. La résistance polonaise a été vaillante dans de nombreux cas, mais complètement dépassée par la supériorité technique et organisationnelle de l'ennemi. Fin septembre, la carte de l'Europe avait changé. La Pologne était divisée entre l'Allemagne et l'Union soviétique, et le monde était officiellement entré dans la guerre. Pour le régime nazi, la campagne était une démonstration d'efficacité militaire, planification stratégique et contrôle politique. Cela a confirmé que le modèle de guerre rapide fonctionnait, et cela a renforcé la confiance du haut commandement dans les opérations futures. Blitzkrieg n'était pas encore un mot familier au public, mais son essence avait été mise en pratique avec une efficacité brutale. L'expérience polonaise est devenue un modèle à suivre. Les généraux ont étudié chaque détail de l'opération pour affiner les mécanismes des futures campagnes. Les autorités politiques ont souligné les résultats comme preuve de la supériorité du système allemand. Des défilés ont été organisés, des bulletins de victoire ont été dits et la figure du soldat allemand était glorifiée. Le succès initial a renforcé l'idée que le Reich avait un destin inévitable et un destin expansionniste justifié, et que les obstacles seraient surmontés avec la même rapidité et la même détermination, comme lors de cette première campagne. Ainsi commença, du point de vue allemand, un conflit qui n'a pas encore révélé ses vraies couleurs, mais qui révélait déjà la détermination d'un régime, prêt à utiliser toutes ses ressources pour parvenir à ses fins. L'invasion de la Pologne n'a pas seulement marqué le début de la guerre mondiale, mais aussi le point de départ d'une manière de faire la guerre, où la vitesse, la surprise et la propagande étaient aussi importantes que les armes. Victoires éclairs, Blitzkrieg et montée de la Wehrmacht. La stratégie militaire allemande de 1940 était axée sur la vitesse et la coordination comme les principaux outils de la victoire. Après la campagne de Pologne, l'armée allemande tourna son attention vers l'ouest, dans le but de conquérir la France et ses alliés par une offensive qui rompt avec les méthodes traditionnelles d'usure. Guerre. Le concept de Blitzkrieg, qui avait déjà fait ses preuves en Pologne, était désormais appliqué à une échelle encore plus grande et avec une précision qui a surpris les puissances occidentales. L'idée était simple mais dévastatrice, rapide. Des pénétrations aériennes et terrestres profondes et coordonnées pour désorganiser l'ennemi avant qu'il pourrait réagir. En mai de la même année, la Wehrmacht lance son attaque contre les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg, nation qui était empêtrée dans la machine militaire allemande dans le cadre du plan visant à déborder la défense française. La ligne Maginot, construite par la France pour résister à une invasion venue de l'Est, a été rendue inutile lorsque les forces allemandes ont évité de l'affronter directement. Et au lieu de cela, il traversa les Ardennes, une région forestière considérée comme impropre au mouvement de masse. Ce choix tactique était essentiel. Les divisions Panzer ont réussi à ouvrir rapidement des bras, poussant les forces alliées vers le nord et les coupant de leurs arrières. Les Pays-Bas n'ont pas pu tenir longtemps. L'avancée allemande, accompagnée d'intenses bombardements, a provoqué l'effondrement rapide de l'armée néerlandaise. Rotterdam a été bombardée en guise d'avertissement et la menace d'une destruction totale a forcé la reddition. La rapidité de l'offensive et la brutalité de l'impact paralysé toute possibilité de réponse coordonnée. La Belgique, qui avait également tenté de rester neutre, était également dépassée. Les forces belges, britanniques et françaises tentent de former une ligne défensive, mais des manœuvres allemandes bien calculées, soutenues par une mobilité sans précédent, les a engloutis avant qu'ils puissent établir un front ferme. L'opération la plus décisive fut l'avancée par Sedan. Là, les Allemands ont réussi à traverser rapidement la Meuse, dépassant les défenses françaises. Une fois cette traversée réalisée, les divisions blindées lancèrent une poussée vers l'ouest, vers la Manche, encerclant les forces alliées en Belgique et dans le nord de la France. La rapidité du mouvement n'a pas laissé aux commandants alliés le temps de se regrouper, provoquant un effondrement du moral et de la structure de commande. Dunkerque devient alors l'unique issue de secours, alors que les forces britanniques et une partie de l'armée française étaient coincées contre une évacuation d'urgence a été organisée. Même si les Allemands auraient pu fermer l'encerclement, ils s'arrêtèrent brièvement devant la décision du haut commandement permettant à des centaines de milliers de soldats alliés de s'échapper par la mer. Cette pause tactique fait encore débat. Mais cela n'a pas changé le cours général de la campagne. La France était divisée et ses forces débordées. Le gouvernement s'effondre sous la vitesse de l'avancée allemande. Paris fut occupé sans combat prolongé. Et en juin, le pays a demandé un armistice. La victoire était complète d'un point de vue militaire, avec une rapidité qui rompait complètement avec les souvenirs de la Première Guerre mondiale. Le succès de la Blitzkrieg n'était pas seulement opérationnel, mais aussi de propagande. En Allemagne,
le régime a profité de cette victoire pour renforcer l'image de l'invincibilité de la nouvelle armée allemande et de la supériorité du système national-socialiste. Les images du défilé à Paris et les reportages des avancées ont été largement diffusés à la radio et sur les actualités. Hitler est apparu comme un brillant leader qui avait vaincu les anciennes puissances, tandis que les généraux étaient présentés comme des héros nationaux. Ce récit a renforcé la cohésion interne du pays. La population, encore fraîche dans les souvenirs de la défaite de la Grande Guerre et les humiliations du traité de Versailles, vécut ce moment comme une revanche historique. Le moral a atteint des niveaux sans précédent, et la confiance dans les dirigeants politiques et militaires a été consolidée. L'idée était établie que le Reich pouvait prévaloir en Europe, avec une combinaison de force, de vitesse et de détermination. Sur le plan militaire, la campagne constitue une validation complète du modèle allemand. Unité blindée opérant en combinaison avec l'aviation et un soutien logistique efficace a démontré que la guerre pouvait être résolue en quelques semaines et non en années. La Luftwaffe a joué un rôle central, affaiblissant les forces ennemies et facilitant mouvements de terrain. Les commandants allemands ont observé avec satisfaction que leur doctrine était mise en œuvre avec efficacité. Le commandement unifié, la surprise tactique et la mobilité furent des facteurs décisifs. L'ennemi, coincé dans des stratégies défensives rigides et des structures de commandement, n'a pas pu s'adapter au rythme de l'offensive. Cette différence d'approche a marqué le résultat de la campagne. Les articles de presse parlaient de l'habileté technique et du courage des soldats allemands, sans parler du niveau de coordination requis. Les erreurs commises ou les occasions manquées, comme à Dunkerque, ont également été omises. Tout a été présenté dans une séquence parfaite et calculée. Le récit était clair. La nouvelle armée allemande, rajeunie et professionnalisée, était invincible. Les villes allemandes ont célébré la victoire avec des défilés et une exaltation nationale qui a laissé derrière elle les années de crise. Un sentiment de pouvoir renouvelé s'est consolidé, que l'histoire était en train d'être réécrite avec succès et que la nouvelle Allemagne avait complètement surmonté son passé récent. Le haut commandement allemand en a tiré des conclusions très concrètes. Le succès de la Blitzkrieg a été interprété comme une formule reproductible et non comme un résultat favorable. Exception. Cet optimisme a directement influencé la planification des opérations ultérieures. On supposait qu'en appliquant la même logique, n'importe quel front pouvait s'effondrer avec la bonne pression. Cette confiance dans la supériorité tactique sera déterminante pour l'avenir. Décision, tant à l'est qu'ailleurs. La campagne française n'a pas seulement élargi le contrôle territorial du Reich, mais a également transformé la perception du conflit. Pour beaucoup au sein du régime, cette victoire a confirmé l'idée que le sort de telle Europe était entre les mains des Allemands. Et cette vitesse et cette volonté étaient suffisantes pour vaincre n'importe. Le moral de l'armée était à son plus haut niveau. L'expérience d'une campagne aussi réussie, rapide et apparemment propre, contrastait fortement avec les souvenirs du conflit précédent, où chaque mètre de terrain coûte des milliers de vies. Désormais, les divisions revenaient victorieuses, admirées et le sentiment que le nouveau type de guerre pourrait être imposé sans usure. Renforcer à la fois la structure de commandement interne et la confiance des dirigeants politiques. Cette euphorie collective, bâtie sur une victoire éclair, a consolidé le mythe de l'invincibilité. D'un point de vue logistique, le succès a également été interprété comme une preuve que le système de guerre allemand pouvait fonctionner efficacement au-delà de ses frontières. Fourniture, réparation d'équipements et mouvement continu des troupes fonctionnaient sans interruption. Significant. Cela a renforcé l'idée que le Reich pouvait soutenir des opérations prolongées, s'il maintenait le contrôle du rythme offensif. L'armée, la population et les dirigeants partageaient une vision unifiée. Le modèle fonctionnait, la stratégie était efficace et la guerre pouvait être gagnée. Ce consensus interne a été alimenté par la propagande, qui ne laissait aucune place au doute. Tout indiquait une expansion continue. Chaque mesure prise en 1940 semblait confirmer que la combinaison des facteurs determination, la capacité technique et la doctrine offensive étaient suffisantes pour conquérir l'Europe. La réalité d'une victoire aussi rapide, obtenue avec si peu de résistance apparente, a enhardi à la fois le commandement et le peuple. Ainsi, à la fin de cette année-là, l'Allemagne était au sommet de sa confiance. Le mythe de la Blitzkrieg, désormais alimenté par les faits, définit le cours du conflit et a donné le ton à ce qui allait arriver. Le ciel se ferme. La tentative ratée de soumettre l'Angleterre par les airs. Après les rapides victoires allemandes en Europe occidentale, Hitler a ordonné à l'armée de préparer un envahir le Royaume-Uni.
Cette opération a été baptisée Sillon. On s'attendait à ce qu'il s'agisse d'une continuation naturelle du succès obtenu en France. Mais cette fois, le scénario était différent. Il ne s'agissait pas d'une offensive terrestre immédiate, mais d'une invasion qui nécessitait d'abord l'espace aérien et maritime. Le commandement allemand savait qu'il ne pouvait pas débarquer des troupes sur le sol britannique sans neutraliser la Royal Air Force. Par conséquent, le haut commandement a ordonné à la Luftwaffe d'éliminer complètement les états de capacité de défense aérienne du royaume, avant de fixer une date définitive pour le débarquement. La Luftwaffe avait une vaste expérience de ses campagnes précédentes et est convaincue qu'il atteindra ses objectifs sans difficulté majeure. Au début de l'offensive aérienne, ils se sont concentrés sur le bombardement de cibles telles que les aérodromes, les stations radars et les lignes de communication. L'objectif était d'affaiblir systématiquement les défenses britanniques. Les attaques débutèrent en juillet 1940 et s'intensifièrent en août. Des centaines de sorties transmanche étaient lancées chaque jour pour attaquer les îles. Cependant, les Britanniques avaient préparé un réseau de défense plus robuste que ce que les Allemands espéraient. En plus de disposer d'un système d'alerte radar, les pilotes britanniques opéraient à proximité de leur base, tandis que les Allemands devaient parcourir de longues distances, ce qui limitait leur temps de combat. La supériorité tactique allemande, qui avait fonctionné lors des campagnes terrestres, n'a pas fonctionné. Traduire facilement en combat aérien. Même si la Luftwaffe disposait d'un grand nombre d'avions, ces bombardiers étaient lents et vulnérables. Les combattants chargés de les escorter avaient une portée limite. Ils étaient donc souvent incapables de les accompagner jusqu'à la fin de leur vol. Cela a laissé les bombardiers exposés aux attaques des chasseurs britanniques, qui profita de cette faiblesse pour abattre un grand nombre d'avions ennemis. Malgré les pertes, les Allemands poursuivent leur offensive, changer de cible et adapter sa stratégie. Pendant plusieurs semaines, ils ont massivement attaqué les installations radars, dans l'espoir d'aveugler les défenses britanniques. Ils se sont ensuite concentrés sur la destruction des aérodromes, essayant de laisser la RAF incapable de répondre. Voyant que la Royal Air Force tenait plus longtemps que prévu, la Luftwaffe a adopté une nouvelle approche. Début septembre, les bombardements se sont dirigés vers les grandes villes, notamment Londres. Cette décision n'était pas uniquement une réponse à des nécessités militaires. L'objectif était de semer la peur, de briser le moral de la population et de forcer la capitulation. Mais cette nouvelle tactique n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, bien qu'il ait provoqué des destructions et des victimes civiles. La résistance britannique ne faiblit pas. Au contraire, la population cesse d'adapter aux attaques et la propagande britannique a renforcé l'esprit collectif. Les autorités ont distribué des masques à gaz, organisé des abris et mis en place des systèmes d'évacuation pour les enfants. Pendant ce temps, les pilotes britanniques continuaient d'engager le combat contre les souvent avec une supériorité numérique, mais avec une connaissance plus approfondie du terrain et un réseau de soutien disponible. Le haut commandement allemand, ne voyant aucun résultat clair, ont commencé à remettre en question l'efficacité de leurs actions, bien qu'initialement confiants dans une victoire aérienne rapide au fil des semaines. Leur confiance a commencé à décliner. Les chiffres des pertes d'avions sont de plus en plus et la production ne pouvait pas compenser l'attrition. De plus, les pilotes expérimentés se font rares. En revanche, la RAF a pu remplacer ces avions plus rapidement, grâce à son système industriel adapté à la guerre et à l'aide extérieure. Les chasseurs britanniques, tels que le Spitfire et le Hurricane, se sont révélés et les escadrons ont été alternés pour éviter l'épuisement. La situation est devenue encore plus tendue lorsque les rapports des services de renseignement ont commenté que l'offensive aérienne n'atteignait pas ses objectifs déclarés. Les principales installations de défense britanniques sont restées opérationnelles. Les aérodromes étaient rapidement réparés et la production d'avions ne s'était pas arrêtée. Plutôt que d'affaiblir la RAF, la campagne a semblé renforcer sa détermination. Cela a contraint les autorités allemandes à reconsidérer la faisabilité d'une invasion terrestre. Bien que Sillon n'ait pas été officiellement annulé, il a été reporté Sindai, et les unités affectées ont commencé à être redéployées vers d'autres tâches. Hitler, qui jusqu'alors était confiant dans une issue favorable, acceptait que le Royaume-Uni ne tomberait pas suite à une offensive aérienne rapide. Cet échec a eu un impact important sur la perception nationale du conflit. En Allemagne, la propagande avait pour mission de présenter les avancées militaires comme inevitable. Chaque victoire était présentée comme une preuve de supériorité nationale. L'offensive contre le Royaume-Uni a été présentée comme une étape supplémentaire vers la consolidation du nouvel ordre européen. Cependant, lorsqu'il est devenu clair que l'objectif ne serait pas atteint, le ton commença à changer.
Les communiqués officiels ont réduit l'attention sur la campagne en Angleterre et a commencé à mettre en lumière d'autres problèmes. Les médias ont cessé de parler de l'effondrement imminent de la Grande-Bretagne et a commencé à présenter les bombardements comme une mesure punitive ou dans le cadre d'un blocus prolongé. Ce changement n'est pas passé inaperçu auprès de la population qui avait été habituée à un récit de progrès constant. En interne, le commandement allemand cherchait des raisons pour expliquer l'échec. Certains incriminent le mauvais temps, d'autres le manque de coordination entre les branches de l'armée. Forces. La stratégie adoptée par Göring a également été critiquée, qui avait promis que la Luftwaffe obtiendrait un contrôle total de l'air sans avoir besoin d'eux. Soutien naval. Sa confiance dans les capacités de ses pilotes et de ses avions ne se reflétait pas dans les résultats. Les divisions au sein des dirigeants militaires ont commencé à devenir plus visibles malgré l'expérience accumulée lors des campagnes précédentes. C'était la première fois que l'armée allemande n'atteignait pas immédiatement ses objectifs. Le conflit aérien avec le Royaume-Uni marque un tournant. Même s'il n'a pas stoppé la machine de guerre allemande, il a montré qu'il y avait des limites à son action. Avance. L'échec dans le ciel britannique a également eu des conséquences techniques. Les commandants ont commencé à repenser la conception des bombardiers, recherchant des modèles avec une plus grande portée et des capacités défensives. Système d'escorte. La coordination entre les escadrons et la logistique d'approvisionnement ont été en parallèle. Des plans alternatifs pour les futures campagnes ont commencé à être élaborés. Les autorités ont compris qu'elles ne pouvaient pas s'appuyer exclusivement sur une seule tactique ou sur un seul type d'arme. Même si la guerre éclair cesse de révéler efficace dans les airs, cela nécessitait des adaptations qui n'avaient pas été prévues. L'expérience britannique a démontré qu'un ennemi doté d'une bonne préparation technique et la volonté de résister pourrait modifier le cours de la guerre. Un autre aspect important fut la réaction de la population allemande. Bien qu'il n'y ait pas d'informations complètes sur les résultats, il était clair que quelque chose avait changé. La suspension indéfinie de l'invasion terrestre et le silence croissant des médias a généré de l'incertitude. La propagande tentait de maintenir le moral, parlant d'une victoire future ou d'une solution diplomatique. Mais pour la première fois depuis le début du conflit, des doutes sont apparus quant à l'infaillibilité de la direction. Certaines voix commencent à se demander si le Royaume-Uni constituerait un obstacle plus complexe que prévu. Ces préoccupations n'ont pas été exprimées ouvertement, mais c'étaient des signes que l'enthousiasme initial commençait à se modérer. Au fil du temps, le conflit avec le Royaume-Uni est passé au second plan. Les priorités stratégiques ont changé et il a été décidé de concentrer les efforts sur d'autres fronts. Malgré cela, la bataille aérienne a laissé une marque permanente sur le leadership militaire. C'était une leçon sur les limites de l'aviation. L'importance de la logistique et la capacité d'adaptation de l'ennemi. Bien que le commandement allemand ait tenté de présenter la campagne en tant que succès partiel, ce fut en pratique un échec. L'incapacité de vaincre la RAF ou d'ouvrir la voie à une invasion directe a empêché le Troisième Reich de consolider sa domination totale sur l'Europe occidentale. La bataille d'Angleterre fut un épisode dans lequel la stratégie a révélé ses faiblesses. Contrairement aux offensives terrestres, où le terrain conquis offrait des résultats visibles dans les airs, tout dépendait de la coordination, le timing et la capacité de l'ennemi à réagir. La Luftwaffe a découvert qu'avoir plus d'avions ou une expérience antérieure n'était pas assez. La combinaison de facteurs techniques, tactiques et humains a déterminé le résultat. Les Britanniques ont réussi à conserver leur espace aérien, à résister à la pression et à capacité opérationnelle. Et cela signifiait que le plan le plus ambitieux des Hitler jusqu'alors, conquérir les États-Unis, Royaume, ne serait pas réalisé. L'offensive aérienne contre l'Angleterre n'était pas seulement un revers stratégique. Ce fut aussi le premier moment où la machine militaire allemande rencontrait un obstacle qu'il n'a pas pu surmonter dans le délai prévu. Les conséquences étaient évidentes dans la refonte des plans, la réorientation des ressources et la perception interne du conflit. La guerre ne serait pas aussi rapide ni aussi unilatérale qu'on l'avait imaginé. Cet épisode a démontré que la résistance organisée, combinée à une technologie adéquate et à un moral fort, pouvait arrêter même un ennemi qui semblait jusque-là invincible. L'expérience de cet été a changé le rythme du conflit. Et bien que le Reich continue d'avancer sur d'autres fronts, elle ne le ferait plus avec la même certitude de victoire immédiate. Barberousse, l'invasion qui promettait d'en finir avec tout. Après la victoire rapide et écrasante en Europe occidentale, le prochain objectif stratégique du commandement allemand était déjà clairement défini. Pendant des mois, avant même la chute de la France, Hitler avait exprimé dans des cercles fermés sa décision de lancer une nouvelle campagne vers l'Est. Selon ses calculs,
La confrontation avec l'Union soviétique n'était ni une échéance, possibilité, ni une réponse aux provocations extérieures. C'était une étape nécessaire pour sécuriser l'espace de Vichy. Et l'Allemagne, selon le régime, devait conquérir et dominer. Cette idée de longue date a été étroitement liée au concept de Lebensraum et d'anticommunisme. L'Est, peuple des Slavs, considéré comme racialement inférieur, devait être soumis, ses ressources appropriées et ses terres colonisées. Le communisme soviétique, pour sa part, ne représentait pas seulement une idée, mais aussi un ennemi existentiel qu'il fallait détruire dans ses racines. La planification de cette opération commença systématiquement après l'été 1940, bien que la Grande-Bretagne n'ait pas encore été vaincue et reste une question militaire non résolue. Le haut commandement commença à préparer des plans pour une invasion de l'URSS. En décembre de la même année, Hitler a signé la directive numéro 21, connue sous le nom d'opération Barbarossa. Il indiquait explicitement que la Wehrmacht devait être prête à lancer une offensive à l'est d'ici 15 mai 1941. Les instructions étaient claires. Il s'agissait d'une campagne rapide, démantelant l'armée rouge avant qu'elle ne puisse battre en retraite ses réserves. Elle était envisagée comme une guerre courte, décisive et dévastatrice, semblable à la campagne à l'ouest, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le déploiement logistique était immense. 3 grands groupes d'armées seraient chargés d'avancer le long d'un front de près de 3,000 km. Le groupe d'armées nord devait se diriger vers Leningrad, groupe d'armées centre vers Moscou et groupe d'armées sud vers l'Ukraine. Celles-ci ont été rejointes par des forces auxiliaires d'alliés telles que la Roumanie, la Finlande et la Hongrie. L'effort combiné constituait la plus grande opération militaire jamais organisée jusqu'à présent. Plus de 3 millions de soldats allemands ont été mobilisés, accompagnés de centaines de milliers de chevaux, des milliers de chars, de canons et de véhicules de tout type. Les préparatifs ont été menés sous le couvert d'un secret partiel. Même si le volume des troupes n'est pas passé inaperçu, le gouvernement soviétique n'a pas réagi immédiatement, peut-être en s'appuyant sur le pacte de non-agression signé en 1939. Le 22 juin 1941, tôt le matin, l'invasion était officiellement lancée. Les troupes ont traversé la frontière orientale sans déclaration de guerre préalable. L'artillerie lourde et les avions ont lancé une série de bombardements simultanés contre les aérodromes, les centres de commandement et les dépôts soviétiques. La Luftwaffe a réussi à détruire un nombre important d'avions ennemis au sol pendant les premières heures, ce qui a permis d'assurer la supériorité aérienne allemande dans presque tous les secteurs. À mesure que les chars et les unités motorisées avançaient, les divisions d'infanterie suivaient derrière, sécurisant les territoires occupés. La surprise fut totale. L'armée rouge, mal préparée et désorganisée, n'a offert aucune résistance efficace au cours des premiers jours. De nombreuses unités soviétiques furent encerclées et détruites avant de pouvoir réagir. Les lignes de communication se sont effondrées et le chaos s'est propagé au sein de l'encadrement intermédiaire. En quelques semaines, les Allemands avaient pénétré des centaines de kilomètres en territoire soviétique, capturant des dizaines de milliers de prisonniers. Les villes et les villages tombèrent les uns après les autres. Le groupe d'armées nord s'avança rapidement vers la Baltique, prenant Riga et approchant de Leningrad. Le groupe d'armées centre a mené la plus grande poche de destruction en Biélorussie, autour de Minsk et plus tard à Smolensk. Groupe d'armées sud, bien que confronté à de plus grandes difficultés dues à la géographie et à la réussit à avancer à travers l'Ukraine et à s'approcher de Kiev. Depuis Berlin, le ton du régime était celui d'une totale confiance. La propagande diffuse une image de contrôle absolu, présentant la campagne comme une nouvelle démonstration de la puissance invincible de la Wehrmacht. Il parlait d'une croisade contre le bolchevisme, une entreprise civilisatrice et une guerre préventive nécessaire. Les bulletins officiels soulignent le nombre de prisonniers capturés, la rapidité de l'avancée et l'apparente faiblesse de l'ennemi. On affirmait que l'effondrement total de l'URSS n'était qu'une question de semaines. Dans la presse écrite et radiophonique, des cartes montraient les nouveaux territoires sous contrôle allemand, et les communiqués du haut commandement parlaient de victoires incessantes. La population a reçu ces messages avec un mélange d'enthousiasme, soulagement et un certain sentiment de fatalisme historique. Pour de nombreux Allemands, la guerre à l'Est n'était pas une simple continuation des précédentes conflits, mais une lutte décisive. Au sein du haut commandement, il y avait cependant des nuances, même si une attitude optimiste prévalait généralement. Certains officiers ont exprimé des doutes quant à la capacité logique pour maintenir la dynamique offensive sur un front aussi large. Difficulté d'approvisionnement, usure des véhicules et la nécessité de sécuriser les lignes arrières étaient une préoccupation. La vitesse d'avancement était en même temps sa plus grande force et son plus grand risque.
Chaque kilomètre gagnait des unités éloignées de leur centre d'approvisionnement. Par ailleurs, la résistance soviétique, bien que chaotique au début, commençait à se réorganiser dans certains secteurs. À certains endroits du front, les troupes ennemies offraient une défense plus cohérente. Ralentir l'avancée allemande. Malgré ces indications, pendant les premiers mois de la campagne, les chiffres restaient stupéfiants. Lors des premières opérations, plus d'un demi-million de soldats soviétiques ont été capturés dans plusieurs poches, comme Minsk, Smolensk et Ouman. Le territoire sous contrôle allemand se développait rapidement. Les divisions Panzer ont ouvert de profondes brèches dans les lignes Z, enveloppant de grands contingents et provoquant des percées constantes. Le commandement allemand pensait que quelques coups supplémentaires suffiraient à forcer la chute de Moscou et désintégrer la capacité de commandement soviétique. La stratégie est restée basée sur le postulat d'une guerre courte. Et dans ce cadre, les objectifs militaires ont été priorisés sur l'occupation systématique du terrain. Au cours des semaines suivantes, la situation est restée favorable pour les envahisseurs. Le front continue de s'étendre vers l'est et les troupes allemandes atteignent le Dnieper, la Davina et d'autres lignes naturelles clés. Des unités d'ingénierie spécialisées ont construit et des voies ferrées réparées pour faciliter l'avancée. Les villes tombées furent rapidement prises et dans de nombreux cas trouvées partiellement évacuées. La peur de l'ennemi allemand s'est répandue parmi la population locale. Bien que les ordres d'occupation aient été marqués par une hostilité idéologique, l'accent de l'armée, le commandement est resté sur la sécurisation du terrain et la rhétorique triomphaliste est restée intact. À Berlin, les déclarations publiques d'Hitler reflétaient sa conviction que dans sa dernière ligne droite, l'idée selon laquelle l'Union soviétique était un colosse au pied d'argile semblait à confirmer par l'absence d'une défense efficace dans les premiers mois. Le message que le communisme serait éradiqué et que l'histoire était témoin d'une transformation fondamentale. Le continent s'est renforcé, la machine de propagande a intensifié sa activité présentant les soldats corps. Inaugure une nouvelle ère, des images d'actualité montraient des chars traversant des avions drapeaux allemands agitant villages éloignés et cartes montrant la ligne de front se déplaçant progressivement vers le sentiment l'Allemagne était pour l'essentiel un pays de confiance que la population avait l'habitude d'entendre. Bonne nouvelle. Pendant près de 2 ans, nous avons supposé que cette nouvelle campagne serait une nouvelle démonstration. La supériorité des chiffres proposés dans les communiqués a alimenté cette perception. Chaque bulletin rapportait des milliers de prisonniers supplémentaires, des villes capturées et de nouvelles des affiches et des publications représentaient l'armée rouge comme une force désorganisée, archaïque et insensible. Même ceux qui nourrissaient des doutes personnels sur la durée du conflit a préféré ne pas les exprimer ouvertement. Pression sociale, la censure et le désir collectif de victoire a maintenu la cohésion du discours officiel. Pendant ce temps, les troupes ont continué à avancer sur le vaste territoire soviétique. L'objectif stratégique de arriver à Moscou avant l'hiver restait une priorité. L'avancée s'est poursuivie sans relâche, et bien que des obstacles croissants ont commencé à apparaître, la conviction que la victoire était proche cesse pour prévaloir dans le haut commandement. Les décisions ont été prises dans l'idée d'une courte campagne, sans envisager des scénarios prolongés. Une guerre d'usure n'était pas prévue. La conviction était que l'URSS allait s'effondrer, tout comme d'autres pays l'ont fait dans le passé. Le message était clair. L'opération Barbarossa a été présentée comme une suite entreprise inévitable et justifiée. La propagande ne laisse aucune place à l'ambiguïté. C'était un combat pour la survie de l'Allemagne contre un ennemi idéologique, racial et militaire. Chaque pas vers l'Est était, dans ce récit, une affirmation du destin national. L'effort de guerre a été présenté comme rationnel, planifié et réussi. La réalité du front, avec toutes ses complexités, n'avait pas encore transformé ce récit dominant, entre la boue et la mort. L'impossible routine du front de l'Est. À partir du moment où la Wehrmacht a franchi la frontière soviétique, les soldats allemands ont commencé à faire face aux combats radicalement différents de ceux vécus lors des campagnes précédentes. L'espace était incommensurable, les routes impraticables et la nature ne montraient aucune pitié. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le territoire soviétique, la réalité quotidienne du front de l'Est est devenue plus hostile. La fatigue ne s'accumule pas au fil des jours, mais à chaque mètre parcouru. La boue accrochée à leurs bottes semblait ne jamais sécher. Et leurs uniformes portés par une utilisation n'offraient plus de protection contre l'humidité ou le vent cinglant. La boue et le froid n'étaient qu'un début. Ils dormaient en plein champ ou détruisaient des fermes. Toujours incertain si le lendemain apporterait une escarmouche, un bombardement, une retraite improvisée, ou simplement plus de kilomètres de marche vers nulle part. Des provisions,
planifiés avec des calculs optimes, bientôt commençaient à manquer. De nombreux soldats ont été contraints de dépendre des approvisionnements qui existaient rarement ou avaient déjà été balayés. Les cuisines de campagne ne pouvaient pas suivre le rythme des... La faim est devenue une constante, parfois interrompue par un vol, un troc ou une trouvaille chanceuse. Les lettres envoyées à la maison faisaient allusion à cette détérioration, avec des phrases qui parlaient de corps épuisés, des estomacs vides et des journées sans nourriture chaude. En même temps, le froid pénétrait tout. Les couvertures ne suffisaient pas, et les doigts se figèrent au contact de l'acier des armes. En hiver, la respiration devenait douce et les casques glacés brûlaient le cuir chevelu. Dans ces circonstances extrêmes, la fatigue n'était plus seulement physique. C'est devenu un brouillard mental qui entravait les décisions. Ralentir chaque mouvement. Le sommeil est devenu un luxe rare, interrompu par des tirs lointains, des alarmes, ou simplement l'anxiété qui maintenait le corps sur ses gardes. La routine était pleine de peur, qui n'a jamais complètement disparu, même quand le front semblait calme. La peur d'une embuscade, d'une mine, d'un tir ou une offensive soudaine hantait chaque pas. Il n'y avait aucune sécurité. Certains ont écrit que les moments les plus angoissants étaient les moments silencieux parce qu'ils ont anticipé l'imprévisible. La tension constante a épuisé même les soldats les plus expérimentés, qui ont reconnu dans leurs journaux que le front de l'Est, c'était quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait vécu lors d'autres campagnes. La propagande officielle tentait de soutenir le moral avec des récits héroïques, des images de soldats souriants et des communiqués optimistes. Dans les journaux et les actualités allemandes, des reportages parlaient d'avancées réussies, des villes capturées et un effondrement de la résistance soviétique. Mais ceux qui étaient en première ligne ont vu autre chose. Les villes détruites n'offraient ni abri ni ressources. Les populations évacuées ou anéanties ont laissé derrière elles des paysages désolés. Les pertes augmentèrent et le terrain, loin d'offrir un contrôle, était un champ de bataille. Tensión constante. Certains soldats conservaient des brochures contenant des phrases de motivation qui ne leur parlaient plus. La distance entre le récit officiel et l'expérience réelle est devenue chaque jour évidente. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ne se sont pas permis de douter ouvertement. Ils s'accrochaient à ce qu'ils savaient, répétaient les paroles de leurs officiers et croyaient en la victoire ultime comme refuge psychologique plutôt que stratégique. Certitude. Les lettres familiales jouaient un rôle crucial, car recevoir des nouvelles de chez soi était consolation disponible. Ces messages, bien que brefs, ont réussi à suspendre le sentiment d'abandon. Mais même chez eux, les soldats commençaient à filtrer leur désenchantement à travers des phrases voilées qui échappaient à la censure, mais traduisaient clairement la charge émotionnelle du front. Certains parlaient de la vie difficile ici, des nuits interminables ou d'un terre sans fin, tandis que d'autres avouaient plus explicitement leur peur, leur frustration face aux conditions, incompréhension face à la lenteur des progrès. Les expériences partagées entre camarades étaient également ambivalentes. Si des liens solides se sont tissés, des tensions sont également... La fatigue engendre des disputes, des frictions et du désespoir. Et tout le monde n'a pas enduré la même chose. Certains se sont tournés vers l'alcool lorsqu'il était disponible, d'autres à l'isolement ou à un comportement erratique. Même si la discipline formelle était maintenue. Le commandement remarquait déjà les symptômes d'une armée qui, bien qu'opérationnelle, il commençait à montrer des signes d'usure profonde. La distance géographique était également évidente dans la communication avec le haut commandement. Les commandes arrivaient tardivement ou étaient contradictoires et reposaient parfois sur des cartes, hypothèses inexactes ou dépassées. La réalité sur le terrain contredit les informations en provenance de l'ennemi, qui aurait dû s'effondrer d'ici quelques semaines, continue de se battre. Les unités soviétiques se réorganisèrent, contre-attaquèrent et repoussèrent leurs et chaque nouvelle tentative d'avancer exigeait plus de ressources, plus d'énergie et plus de vie. L'enthousiasme initial qui avait accompagné le démarrage de l'opération s'est complètement estompé. L'euphorie a cédé la place à l'épuisement et le sentiment d'invincibilité n'est plus un sujet de préoccupation. Conversation. À sa place, il y avait une acceptation résignée de la dureté du front de l'Est, marquée par une routine basée davantage sur l'endurance que sur l'attente d'un résultat immédiat. Succès. Dans ce contexte, certains se réfugient dans des croyances personnelles, des rituels. Superstitions. Ils ont croisé les doigts avant de partir en patrouille, phrases répétées avant de s'endormir, ou portaient des amulettes et des photos de famille cachées dans leurs poches, comme une façon de se sentir moins seul et de garder un certain contrôle dans le désordre général. La distance émotionnelle avec l'arrière-garde s'est également accrue. Ce qu'ils ont vécu au front était difficile à expliquer, voire difficile à accepter. Certains soldats ont commencé à avoir le sentiment que personne, à l'exception de leurs camarades, ne pouvait comprendre ce sentiment d'isolement s'approfondissait chaque semaine.
Les attentes d'un retour rapide s'étaient estompées. Le retour n'était plus évoqué avec des dates précises, mais plutôt avec des expressions quand ce sera fini ou si nous nous en sortirons. Le temps est devenu un concept élastique. Les jours étaient tous les mêmes et les horloges semblaient arrêtées. Seules les saisons marquaient un changement, et parfois même pas. Certains soldats ont documenté leurs expériences dans des journaux personnels, cachés, parmi leurs vêtements ou leurs bagages. Et ces écrits, parfois brefs et parfois plus longs, offraient une vision plus intime et plus regard brut sur ce qui se passait. Ils parlaient de la peur de dormir, de camarades blessés qui n'ont pas pu être évacués, de marches qui ont duré plus de 12 heures, sans pause. Il y avait aussi des réflexions, des doutes et de longs silences interrompus par des phrases comme « Ce n'est pas ce que nous imaginions », même si peu ont osé le dire à voix haute. Parce que le poids de la discipline, de la propagande et du mandat idéologique est resté. Pour autant, l'écart entre l'image du front projeté à Berlin et ce qui était réellement vécu était de plus en plus évident pour ceux qui étaient là. La vie sur le front de l'Est ne peut être comparée à aucune expérience antérieure de la Wehrmacht, car c'était un environnement qui érodait lentement la volonté et testait l'endurance physique et psychologique de chaque homme. Dans ce paysage immense et hostile, où l'ennemi n'était pas seulement l'autre armée, mais aussi le climat, la boue, la maladie et la solitude, les soldats allemands ont continué à avancer parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Les Allemands contre Hitler, ceux qui ont osé résister. Dès les premières années du régime nazi, il y avait des individus et des groupes qui, bien qu'isolés, ont commencé à exprimer leurs doutes ou leur rejet des politiques imposées. Certains l'ont fait en silence, évitant de faire preuve de loyauté. D'autres ont osé exprimer des opinions opposées dans les cercles privés. Au fur et à mesure que la guerre avançait, ces gestes épars prirent de nouvelles et, bien que peu nombreux, ont donné naissance à des poches d'opposition. Cela ne pouvait être ignoré par les autorités. Parmi les groupes les plus actifs figuraient les jeunes étudiants, intellectuels et membres de l'Église. De petits groupes ont émergé dans les universités pour analyser la situation du pays avec un esprit de solidarité. Le Critique, l'un des plus connus, était le White Rose, composé principalement d'étudiants munichois comme Hans et Sophie Scholl. Ces jeunes ont écrit et distribué des brochures, remettre en question les atrocités commises, notamment sur le front de l'Est, et a fait appel à la conscience morale des citoyens pour qu'ils résistent au régime. Ils ne proposaient pas une révolution armée, mais plutôt une prise de conscience éthique. La réaction de l'État a été immédiate et brutale. Ils ont été arrêtés, interrogés et condamnés à mort lors de procès sommaires. Dans le même temps, d'autres jeunes sans affiliation universitaire ont exprimé leur mécontentement dans la rue. Les soi-disant pirates d'Edelweiss, des groupes de jeunes qui rejetaient la discipline de parti et Indoctrinement obligatoire. a commencé à organiser des réunions clandestines, à diffuser des chansons de groupe et saboter les activités de la jeunesse hitlérienne. Ils n'étaient pas organisés en structure formelle et ne cherchaient pas non plus à renverser le régime. Mais leur simple existence représentait un défi à l'uniformité imposée. Certains de leurs membres furent arrêtés, d'autres exécutés sans procès. L'Église offrait également des espaces de dissidence, quoique limités. Secteurs catholiques et protestants tentaient de maintenir une certaine indépendance doctrinale. Dans certains cas, des personnalités religieuses se sont prononcées contre l'euthanasie ou la persécution raciale. L'évêque catholique Clemens von Garland, par exemple, ont prononcé des sermons critiquant ouvertement les meurtres de personnes handicapées. Bien qu'il n'ait pas été arrêté, nombre de ses collaborateurs l'ont été, et la Gestapo surveillait de près ses activités. Dans les rangs militaires, il y avait aussi des éléments qui a commencé à douter de la direction que prenait le pays. Certains officiers, déçus du déroulement de la guerre, ou choqués par les crimes constatés dans les territoires occupés, a commencé à comploter secrètement. Ces préoccupations se sont finalement concrétisées dans la tentative la plus ambitieuse et la plus organisée d'éliminer la tentative d'assassinat du 20 juillet 1944. Dirigée par Klaus von Stauffenberg, colonel de l'armée. Le plan était de poser une bombe dans le quartier général du Führer, éliminer la direction du parti et établir un gouvernement qui chercherait à négocier la paix. L'opération a été soigneusement conçue et impliquait de nombreux militaires de haut rang. L'appareil a explosé comme prévu, mais Hitler a survécu avec des blessures mineures. Le coup d'État a échoué en quelques heures. La réponse du régime a été immédiate. Des arrestations massives ont été ordonnées et des purges ont été au sein de l'armée et de l'administration civile. Plus de 5000 personnes ont été arrêtées. Beaucoup n'ont aucun lien direct avec l'attaque. Les exécutions se sont poursuivies sans relâche. Certains ont été pendus avec de la corde à piano, d'autres ont été et beaucoup furent jugés dans le cadre de procédures qui n'étaient en réalité que de simples formalités. Les images des procès ont été filmées et utilisées comme outil d'intimidation.
La répression n'était pas dirigée uniquement contre les auteurs de l'attaque, mais également étendue à leurs proches, amis et collaborateurs, qu'elle soit réelle ou simplement soupçonnée, en appliquant le principe de responsabilité collective. Si un individu était accusé de trahison, son entourage immédiat pourrait également être sanctionné, dans une logique qui cherchait à éradiquer toute éventuelle future explosion de dissidence. Le message était direct, il n'y aurait aucune tolérance pour le moindre geste d'opposition. Au sein de la société allemande, la perception de ces actes était comme une partie importante de la population, influencée par la propagande et soumise à une censure stricte. Accepter la version officielle, qui présentait les conspirateurs comme des traîtres et des lâches. Des discours publics ont été prononcés vantant la loyauté absolue envers le et exigeant une punition exemplaire. Toutefois, dans certains secteurs, surtout parmi ceux qui subissent directement les conséquences de la guerre, des doutes ont commencé à surgir. Certains ont vu ces actes comme une expression de désespoir, tandis que d'autres les ont interprétés comme une preuve que tout le monde ne partage pas la direction prise par le pays. La propagande du régime a réagi en s'adaptant. D'une part, cela a renforcé l'image de l'unité nationale et une fidélité sans faille, décrivant Hitler comme la victime d'une conspiration de traîtres. En revanche, il a intensifié sa rhétorique contre les ennemis intérieurs, comparé les opposants aux saboteurs et aux espions. Des affiches ont été distribuées, des événements publics ont été organisés et des campagnes ont été lancées pour dénoncer tout comportement suspect. La surveillance est devenue omniprésente. Dans le même temps, l'expérience de l'attentat a eu des répercussions sur l'entourage. Hitler, profondément affecté par ce qui s'était passé, devint de plus en plus. Il prend encore davantage ses distances avec ses conseillers, réorganise son dispositif de sécurité et a ordonné de nouveaux protocoles pour empêcher toute tentative. Ses relations avec la Wehrmacht sont devenues plus tendues. Les pouvoirs des SS augmentent et les organes de contrôle se multiplient. La mémoire de ceux qui ont osé résister, du tracteur étudiant au soldat qui a risqué sa vie dans une conspiration impossible, est restée fragmentée tout au long du conflit. Certains ont été immédiatement oubliés, d'autres ont été présentés comme des traîtres pendant des années. Ce n'est que bien plus tard, après l'effondrement du régime, qu'ils ont commencé à être reconnus comme d'une conscience qui, bien que minoritaire, ne s'est pas complètement éteinte. Les dissensions internes à l'Allemagne nazie n'ont pas réussi à modifier mais il a révélé que même sous l'un des régimes les plus répressifs de l'histoire, il y avait des voix prêtes à remettre en question, à défier et à résister. Au milieu de la peur, du contrôle absolu et de la propagande omniprésente, il y en avait qui ont choisi une autre voie, même s'ils savaient que leur décision entraînerait presque certainement leur mort. Guerre totale et économie du Reich. Alors que le conflit s'intensifie sur tous les fronts et la possibilité d'une guerre éclair réussie a disparu, le Troisième Reich fut contraint de transformer complètement sa structure économique. À mesure que l'ampleur de la guerre s'étendait, la nécessité d'une mobilisation systématique de toutes les ressources est devenue inévitable. Durant les premières années, le régime avait maintenu une politique ambiguë, éviter une ingérence profonde dans l'économie civile. Cependant, l'incapacité à écraser rapidement l'Union soviétique et l'entrée des États-Unis dans le conflit en 1941 a nécessité un changement radical. Cette transformation a abouti à la politique de guerre totale, qui fut vigoureusement déployée à partir de 1943, lorsque l'appareil productif allemand était entièrement subordonné aux besoins de guerre de l'État. Le responsable de cette réorganisation était Albert Speer, nommé ministre de l'armement après la mort de Fritz Todt. Même s'il n'était pas un ingénieur de formation traditionnelle, sa proximité avec Hitler, ses capacités administratives et sa volonté de centraliser les décisions fait de lui le visage de l'efficacité technique du régime. Sous sa direction, de profondes réformes furent mises en œuvre. Les industries ont commencé à travailler en étroite coordination avec l'appareil d'État. Les hiérarchies commerciales ont été adaptées à la logique de la production militaire. Des commissions techniques ont été créées. L'utilisation des matières premières a été optimisée et la duplication dans la conception des armes a été éliminée. Speer crée des bureaux régionaux d'armement, supervisés par ses représentants personnels, ce qui a permis de prendre des décisions rapides sans interférence des bureaucrates traditionnels. Les statistiques ont commencé à montrer une augmentation notable de la production de avions et munitions, même sous des bombardements constants. À partir de 1943, la propagande fait la promotion du miracle Speer comme une démonstration de la capacité de l'Allemagne à résister et à réagir efficacement. L'augmentation de la production ne pouvait cependant pas être soutenue par la seule main-d'œuvre allemande. Une guerre totale exigeait des ressources humaines supplémentaires. Le système a de plus en plus recours au recours massif au travail forcé, principalement des territoires occupés. Ces prisonniers, qu'ils soient civils ou déportés,
ont été amenés par millions à effectuer des tâches dans les usines, mines et projets d'infrastructures. Certains étaient des prisonniers de guerre capturés lors de campagnes précédentes, d'autres étaient des civils sélectionnés lors de raids en Pologne, en Ukraine, France et autres pays. Ils ont été transportés dans des conditions précaires. Hébergés dans des casernes à proximité de complexes industriels, gardés par du personnel armé et soumis à des journées de travail épuisantes. La différence de traitement par rapport aux travailleurs allemands était flagrante. Les punitions étaient fréquentes et le contrôle était exercé sans pitié. La survie de ces travailleurs ne dépend pas seulement de leur performance, mais aussi sur le comportement arbitraire de leurs supérieurs. Malgré les conditions, le régime a justifié leur présence par une nécessité patriotique, dissimulant délibérément la dimension répressive du système. À l'intérieur même du pays, la population allemande fut également progressivement absorbée par la logique de la guerre totale. Le recrutement d'hommes a laissé d'importantes pénuries de main-d'œuvre qui ont été comblées par l'entrée massive de femmes. Le monde industriel, même si le régime a maintenu un discours traditionnaliste sur le rôle des femmes. La pression de la guerre l'a contraint à assouplir cette position. À partir de 1943, des campagnes publiques furent encouragées les femmes à participer à la production d'armes. Des cours techniques ont été proposés, des usines ont été adaptées et des horaires compatibles avec la vie domestique furent établis. Certaines unités de production ont installé des cafétérias et des garderies. Cette mobilisation a été présentée comme un effort commun pour la victoire. Les magazines illustraient des femmes en uniforme de travail aux côtés de chars ou d'avions. Même si de nombreux secteurs conservateurs se méfiaient de ces changements, l'appareil d'État n'a toléré aucune opposition lorsqu'il s'est agi de soutenir l'effort de guerre. Le contrôle sur la vie civile est devenu presque absolu. Les décisions sur le sort de chaque citoyen étant prises directement depuis le quartier général du Reich. Les emplois ont été attribués selon des critères de production et la mobilité de la main-d'œuvre a été limitée pour éviter les déséquilibres régionaux, les syndicats ayant disparu avant le conflit. Il n'y avait aucune place pour la négociation ou la protestation. C'était l'État qui organise les conditions de travail. Fixer la journée de travail, distribuer les rations et les congés tandis que les usines restaient actives jour et nuit. Dans le cadre d'un système de rotation, a été justifié par la nécessité d'atteindre un objectif commun. Tout ce processus a été soutenu par l'appareil de propagande, qui répandit l'idée d'une communauté nationale d'armes, présentant l'ouvrier comme un combattant sur le front intérieur. Les stations de radio diffusent des reportages sur l'avancement de la production et les journaux célébraient les chiffres de l'industrie manufacturière comme s'il s'agissait de victoires militaires. Dans ce contexte, tout écart par rapport à l'effort collectif a été immédiatement dénoncé comme sabotage ou trahison. L'impact de cette transformation a été profond. Les villes étaient remplies d'affiches appelant au sacrifice. Les bureaux ont été réorganisés pour répondre aux besoins stratégiques. Les enfants ont été instruits des principes de discipline productive. Les écoles ont diffusé des exemples d'efforts techniques. Et les jeunes étaient envoyés dans des usines ou des fermes dans le cadre de leur formation patriotique. Il ne s'agissait pas seulement d'une économie au service de l'effort, mais toute une culture du travail sous contrôle de l'État. Cette organisation était présentée comme supérieure à l'organisation libérale, accusée d'être dispersée et chaotique. Le modèle allemand, selon la rhétorique officielle, démontrait que la discipline pouvait transformer même les moments les plus difficiles en moments de croissance et d'ordre. Albert Speer était présenté comme le symbole de cette capacité. Lors de ses apparitions publiques, il apparaissait avec des plans, des graphiques et des ouvriers d'air, discuter de solutions pratiques. Il ne portait pas d'uniforme militaire et n'utilisait pas de langage idéologique, ce qui accroît sa crédibilité en tant que technicien au service du Führer. Hitler l'a cité comme exemple de la nouvelle génération de dirigeants allemands, capables d'allier efficacité et fidélité. Ce modèle de ministre technique contrastait avec les bureaucrates traditionnels et a renforcé l'idée d'un gouvernement dynamique adapté aux exigences du conflit. Cependant, au fil du temps, les exigences se sont accrues. Des systèmes de rationnement plus stricts ont été mis en place. Les déplacements à l'intérieur du pays étaient réglementés. Les célébrations privées étaient restreintes. Et la culture des loisirs était subordonnée à la culture du sacrifice. Les spectacles considérés comme frivoles ont été interdits. Le cinéma devait exalter la résilience nationale. Et la musique légère a été remplacée par des marches et des chœurs patriotiques. Les églises, tout en maintenant leurs activités, ont été appelées à soutenir l'effort collectif avec des messages d'unité et d'engagement. Le système n'a laissé aucune lacune. Chaque sphère de la vie devait servir le même objectif, soutenir la guerre à tout prix.
Le recours intensif au travail forcé et la mobilisation totale des ressources internes a permis à l'économie allemande de maintenir son niveau de production, même lorsque le cours de la guerre est devenu défavorable. Ce paradoxe a été utilisé par la propagande comme preuve que la nation restait forte. La souffrance était décrite comme inévitable mais héroïque. L'idée de résistance a remplacé celle de victoire rapide. Les chiffres techniques étaient plus importants que les conquêtes territoriales, et le Reich était décrit comme une grande machine cohérente. La production d'armes atteint des niveaux records, et cela suffisait pour affirmer que la cause était vivant. Le récit a changé, mais le contrôle s'est intensifié. Chaque Allemand, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une usine, devait assumer son rôle sans hesitation. Ainsi, la guerre totale a transformé le Reich non seulement dans son économie, mais dans son Tissu social. Stalingrad, la perte de la 6e armée et l'effondrement du moral allemand. La défaite de Stalingrad, confirmée en janvier 1943, marquait une ligne de démarcation entre et après la guerre pour l'Allemagne. Il s'agissait non seulement d'une perte militaire catastrophique, mais aussi d'une profonde émotion, les deux, au sein de l'armée et dans l'état d'esprit général du peuple. Les semaines qui suivirent furent marquées par un silence inhabituel dans le discours officiel. Les rapports de guerre ne parlent plus de victoire, et le mot Stalingrad tarde à apparaître sur les lèvres des hauts fonctionnaires. Le retrait qui s'amorce alors n'est pas seulement territorial, mais aussi psychologique, pénétrant tous les niveaux de l'appareil des États et la population civile, qui pour la première fois a commencé à regarder vers l'avenir, avec un mélange de peur et de résignation. Les perceptions au sein de l'armée ont changé rapidement. Jusqu'alors, de nombreux officiers avaient confiance dans la capacité pour résoudre des situations difficiles. Mais avec la capitulation de la 6e armée, cette confiance s'était... Les rapports du commandement interne ont commencé à montrer des signes de désorientation. On s'inquiétait de la capacité de réaction de l'ennemi, la pression croissante sur d'autres fronts et l'impossibilité de maintenir une initiative soutenue. Les communications entre commandants ont révélé une perte de confiance dans la stratégie centrale. Certains ont même commencé à remettre en question les décisions du haut commandement, qui jusque-là n'avaient pas été publiquement remis en question. Ce qui était auparavant perçu comme une campagne compliquée mais gérable, transformée en une chaîne de mouvements défensifs avec peu de marge de contrôle. À l'arrière, les signes de retraite deviennent progressivement plus visibles. Les ordres d'évacuation des territoires occupés, la restructuration des unités et le manque de renforts suffisants a commencé à générer un changement dans le récit. Des images de colonnes allemandes se retirant sur des routes boueuses, souvent sans couverture aérienne, sont devenues des sites familiers. Les soldats n'étaient plus considérés comme des conquérants, mais en tant que survivants faisant de leur mieux pour rester debout. Les pertes se sont multipliées, et avec tout comme la pression exercée sur les commandants de niveau intermédiaire qui ont dû réagir à des situations auxquelles ils n'étaient pas préparés. L'initiative allemande s'est évaporée, et l'adversaire dictait désormais le rythme des événements. Au niveau du leadership politique, l'impact de Stalingrad a été dévastateur. La confiance absolue projetée par Hitler a commencé à s'éroder. En public, il a maintenu sa rhétorique inébranlable. En privé, il devenait plus irritable, plus méfiant et moins réceptif aux opinions extérieures. La structure de commandement est devenue encore plus rigide. Les suggestions ont été rejetées, les pertes minimisées et ses propres capacités sont exagérées. Certains généraux ont remarqué que le centre de décision ne répondait plus à des évaluations réalistes, mais à une vision déformée de la situation. Les réunions sont devenues tendues et les aspects critiques ont été évités de peur d'être rigide. Pendant ce temps, l'appareil de propagande continuait de tenter de présenter une apparence de fermeté, mais les fissures n'étaient déjà que trop évidentes, même au sein des cercles les plus fidèles. La propagande officielle a d'abord tenté de dissimuler le désastre. On parlait de sacrifices héroïques, de défense jusqu'au dernier homme, de loyauté inébranlable envers le futur. Mais au fil des jours, les récits des prisonniers et les nouvelles étrangères arrivant par moyens incontrôlés rendaient impossible le maintien du voile. Les stations étrangères sur ondes courtes ont gagné des auditeurs. Les familles qui n'avaient reçu aucune nouvelle de la disparition de leur fils au front commençaient à craindre le pire. Les rumeurs sur ce qui s'était passé à Stalingrad se sont multipliées de manière et beaucoup ne faisaient plus confiance aux chiffres officiels. Dans les usines et les quartiers, le nom de la ville russe devient synonyme de catastrophe. C'était la première fois que le mot défaite commençait à prendre forme dans l'esprit des peuples allemands. La société civile a connu un changement dans sa perception du conflit. Des années auparavant, les discours de victoire avaient été suivis avec enthousiasme. Aujourd'hui,
Ils sont accueillis avec scepticisme. Les files d'attente dans les magasins le courrier arrivait en retard et l'anxiété devenait de plus en plus palpable. Les conversations ont changé de ton. Certains répétaient encore les déclarations officielles, mais beaucoup ont commencé à parler à voix basse d'une éventuelle issue défavorable. La censure était toujours en place, mais dans les espaces privés, on disait déjà que la guerre pourrait être perdue. Certains restaient convaincus qu'il y aurait un tournant soudain. D'autres, plus réalistes, ont commencé à se préparer mentalement à ce qui semblait inévitable. Dans ce contexte, des expressions de résistance passive ont émergé. Il ne s'agissait pas de gestes organisés, ni de mouvements politiques articulés. Il s'agissait plutôt de réactions individuelles, d'un manque d'enthousiasme pour le travail, désintérêt pour les campagnes officielles, évitement du discours public. La pression de leur père persistait, mais de plus en plus de gens cherchaient un moyen d'exprimer leur opinion, leur mécontentement, sans s'exposer à des représailles directes. Le retrait militaire s'est combiné à une perte croissante de confiance dans les dirigeants. On avait l'impression que les décisions ne répondaient plus à des critères rationnels, mais plutôt à l'entêtement d'un leadership déconnecté de la réalité. Les tentatives visant à remonter le moral à travers des discours, des récompenses et des défilés se révèlent de plus inefficace. Même certains responsables du parti ont reconnu en privé que l'esprit initial s'était estompé. Les promesses de victoire rapide n'étaient plus convaincantes, et la question qui commençait à rester en suspens était de savoir comment résister, et non comment gagner. Les officiers du front, comme les ouvriers de l'arrière, ressentaient la tension, l'énergie qui avait caractérisé les premières années, transformée en un mélange d'épuisement, de résignation et de peur. Dans ce contexte, la société allemande a connu une transformation silencieuse. Il n'y a pas eu de rupture ouverte ni d'explosion massive, mais il y a eu un changement profond dans la façon de vivre la vie quotidienne. L'obéissance est devenue plus mécanique, les expressions d'enthousiasme sont plus forcées et le suivi des ordres est plus automatique. Les gens ont continué à remplir leurs devoirs, mais sans la même conviction qu'auparavant. Berlin en flammes, fin brutale de la guerre pour l'Allemagne. Alors que la guerre se retourne contre l'Allemagne, les villes ont commencé à ressentir plus fortement le poids des raids aériens qui, à partir de 1943, devint de plus en plus fréquente, intense et dévastatrice. Les nuits ont cessé d'être des moments de repos pour devenir des moments d'angoisse constante, avec des sirènes qui hurlent sans cesse, des abris remplis de familles entières et des explosions secouant tout sur leur passage. À l'aube, les rues étaient méconnaissables. Là où il y avait des bâtiments, il ne restait que des ruines fumantes. Businesses were reduced to rubble, and homes were turned into craters. Les pertes humaines se comptent par milliers. Les services se sont effondrés. L'approvisionnement en eau et en électricité a disparu. La nourriture est devenue rare et la peur est devenue une présence. Il ne s'agissait plus seulement d'une destruction matérielle, mais d'un coup dur. Une suite au moral d'une population qui commençait à accepter. Cette défaite était non seulement possible, mais inévitable et de plus en plus proche. Pendant ce temps, le régime tentait de maintenir le contrôle par des mesures de plus en plus désespérées. Organiser le Volkssturm, une force de défense composée de soit trop vieux, soit trop jeune pour le service régulier, qui a reçu un entraînement précipité, des armes obsolètes et des missions impossibles face à un ennemi qui avance de manière déterminée. Dans la rue, des adolescents en uniforme de fortune, des personnes âgées armées de cannes aiguisées, et les femmes ne sont plus seules responsables du foyer, mais aussi pour des missions de protection civile. Écoles fermées pour fonctionner comme centre logistique. Les places ont été transformées en points de distribution d'armes et de nourriture, et les instructions changeaient constamment, alors que chaque quartier essayait de résister avec le peu dont il disposait. La propagande a continué à répéter la promesse d'une victoire finale, mais la majorité de la population ne croyait plus à ces messages. La langue officielle parlait de contre-offensive, bien qu'il ait vécu une succession de retraites, de destruction et de morts. L'arrivée de l'Armée rouge par l'Est était redoutée comme un prélude à la bataille finale. Sefendra. Et les informations qui circulaient parlaient de villages rasés, de représailles brutales et Vengeance effrénée. À Berlin, les canons soviétiques résonnaient clairement, alors que les bombardements s'intensifiaient sans relâche. Et la capitale, qui fut pendant des années un symbole de pouvoir et de fierté, a été transformée en une ville assiégée sans issue de secours. Les rues étaient remplies de tranchées de fortune. Les bâtiments sont devenus des forteresses à moitié en et les abris souterrains sont devenus des tombes communes pendant que la population essayait de survivre, ne sachant pas s'il faut craindre les obus, les Turcs ou leurs propres commandants qui ont continué à exécuter impitoyablement ceux qu'ils considéraient comme des lâches ou des saboteurs. La fin du régime s'est produite sans discours ni cérémonie, comme une décision finale prise dans un bunker souterrain alors que tout s'écroulait à la surface.
La nouvelle s'est répandue dans le chaos, sans détail ni confirmation officielle. Et cela n'a provoqué ni surprise ni choc. Mais plutôt un silence absolu qui, pour beaucoup, c'était simplement la prise de conscience que tout était fini. Il n'y avait plus de structure de commandement cohérente. Pas de plan, pas de direction possible. Et la seule chose qui restait était un sentiment de vide, face à l'inévitable. La reddition fut signée quelques jours plus tard, alors que les dernières poches de résistance tombent et les soldats restants ont déposé les armes. Ainsi se termina la guerre pour l'Allemagne. Ce qui restait, c'était un pays réduit en ruines. Les villes étaient des tas de décombres. Les communications étaient coupées, des usines détruites et des familles dispersées. Les survivants erraient parmi les décombres à la recherche de quelque chose à manger, quelque chose à boire, ou simplement quelqu'un qui l'ont reconnu. Les hôpitaux étaient débordés, les écoles fermées. Il n'y avait ni transport ni service. Que de la fumée dans l'air, du silence dans les rues, et des corps abandonnés partout. L'État avait cessé d'exister, l'autorité n'opérait plus, et chacun essayait de conserver le peu qui lui restait, sans le temps de réfléchir, à peine capable de rester en vie un autre jour.